On en profite maintenant donc pour accueillir Jacques Arnoux, qui est expert éthique au CNES, au Centre national d'études spatiales, c'est quelqu'un aussi qui est passionné par plein de questions, notamment le vivant et son évolution, l'espace et sa conquête. Et en fait, c'est avec tout ce bagage qu'il va s'atteler à cette question. L'esprit est-il une énergie renouvelable? Merci beaucoup. Bonsoir et merci d'être présent en direct ou indirectement, puisque tout cela sera rediffusé. Quand Laurence Honorat m'a invité à ce colloque, à ce congrès, elle m'a demandé évidemment de lui proposer une question autour de l'énergie. Alors, il y a déjà plusieurs mois, me semble-t-il, et je ne voyais pas trop comment j'allais pouvoir traiter, d'abord proposer une question que je suis capable de traiter, qui soit dans un domaine, certainement pas technique, scientifique, ou même artistiques, tels que ceux qui sont traités durant ce congrès. Et puis m'est venue cette question peut-être un peu originale. Donc, l'esprit est-il une énergie renouvelable? Je vous dirai tout à l'heure pour quelles raisons ça m'est venu. Et pour ça, je voudrais d'abord, en guise d'introduction, vous présenter quelqu'un. Ça nous servira ensuite de fond d'écran. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cet homme, mais peut-être comme moi, vous lui trouverez une allure assez austère, un peu marqué, peut-être un peu couleur CNAM d'ailleurs, voilà, du temps où les amphis étaient en bois, comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et lui était dans d'autres amphis, encore plus prestigieux que le CNAM, à quelques kilomètres d'ici, sur la colline de la Sorbonne, bien souvent. Et il est peut-être un peu difficile d'imaginer que cet homme a publié en 1900, ça vous permet de voir à peu près à l'époque, un ouvrage philosophique intitulé « Le rire », essai sur la signification du comique. Mais cet homme a aussi, en 1941, a demandé, il était à la fin de sa vie, il était très malade, il a demandé à être transporté, sans doute difficilement, jusqu'au commissariat de Passy, donc commune où il habitait à ce moment-là, afin de se faire recenser comme israélite. Vous pouvez comprendre ce que signifiait à cette époque-là de se dénoncer, en tout cas de s'annoncer comme israélite en 1941 à Paris. Il aurait pu ne pas le faire parce qu'il était connu mondialement, il avait reçu le prix Nobel en 1927, il était considéré, il appartenait à l'intelligentsia internationale, donc il aurait pu s'en dispenser. En plus, il était très loin de la pratique juive et il était sur le point d'être baptisé dans l'église. Et pourtant, Henri Bergson, puisque c'est d'Henri Bergson qu'il s'agit, avait décidé de se déclarer comme israélite. Et donc, à ce titre-là, aussi austère soit-il dans cette photo, et il mérite évidemment tout notre respect. Pour quelles raisons j'ai choisi d'évoquer cette figure, cette grande figure philosophique française, à l'occasion d'un congrès consacré à l'énergie? En fait, il y a très peu de raisons pour lesquels il ne faudrait pas le faire. D'abord parce que je considère que, et je pense que vous êtes plusieurs ici à considérer comme moi, que le philosophe a toujours sa place dans nos lieux de réflexion, dès lors que, il est question d'humanité. L'humanité qui vit, l'humanité qui se démène dans son quotidien, qui cherche à couvrir ses besoins alimentaires, médicaux, énergétiques, pourquoi pas. L'humanité qui cherche, l'humanité qui tâtonne, qui prend des risques, qui prépare le futur, qui innove. Le philosophe a toujours sa place pour donner sens à nos existences, donner sens à nos défis à relever, ou nous interroger sur la manière dont nous donnons sens à nos choix individuels et surtout sociétaux. Quand nous avons besoin de repères, besoin de valeurs, pour le vivre ensemble, eh bien évidemment, le philosophe a sa place. Comment on peut imaginer des cités grecques, les cités grecques d'antan, sans leurs philosophes, familiers des agoras, et je crois que d'une certaine manière notre congrès est une agora parmi d'autres, ou aussi ces philosophes grecs qui, en tout cas certains d'entre eux, logeaient dans des tonneaux. Pouvons-nous donc imaginer nos cités d'aujourd'hui et nos cités de demain sans ces mêmes philosophes? Pas nécessairement dans des tonneaux, je suis d'accord avec vous, mais peut-être quand même la pensée du cher Diogène. Malheureusement, je constate,
pour citer un sage un peu philosophe, et plus que ça, d'il y a 2000 ans, que la récolte est abondante, la récolte de questions, la récolte de défis à relever est abondante, mais que les ouvriers, en l'occurrence les philosophes, sont peut-être pas assez nombreux, et que nous ne sommes pas peut-être aussi assez nombreux à prendre leurs propos au sérieux. Dès lors, vous avez compris, pour moi, nombreuses sont les raisons d'invoquer les philosophes, d'invoquer un philosophe comme Henri Bergson dans ce congrès qui se tient dans un haut lieu de la pensée, mais aussi un haut lieu des sciences et des techniques, qui est le Conservatoire national des arts et métiers. Je ne doute pas, je n'aurai pas l'occasion, j'ai pas eu l'occasion de suivre évidemment tous les propos d'aujourd'hui et les propos de demain et d'après-demain, que nous allons évoquer des philosophes. J'espère qu'ils seront évoqués, j'espère surtout qu'ils seront entendus, même si d'emblée, je le sais, on pourra toujours mieux faire. Alors maintenant, donc, raison pour lesquelles j'invoque un philosophe et que j'invite tous les philosophes présents durant ce congrès à parler, et je nous invite à les écouter. Pourquoi avoir choisi Henri Bergson en particulier? Alors, d'abord parce que, vous le savez peut-être, mais Bergson, durant toute sa carrière universitaire, sa carrière de chercheur, de penseur, a toujours pris grand soin de s'informer des progrès des sciences et des techniques de son temps. Il est sans doute évidemment anecdotique, ou simplement historique, de ce point de vue-là, qu'il est né en 1859, c'est-à-dire l'année même de la publication de l'origine des espèces par ce cher Charles Darwin. Bon, évidemment, ça veut dire qu'il est né après la publication et qu'il est peut-être, mais en fait qu'il a lu l'œuvre de Charles Darwin. Et il a longtemps réfléchi à l'idée d'évolution à la lumière des sciences du vivant, donc ces sciences post-darwiniennes, donc toutes celles qui se sont développées donc à la fin du XIXe siècle, au début ou durant la première moitié du XXe siècle, puisque vous l'aurez compris, hein, donc né 1859 et mort au début des années 40. Et puisqu'aussi l'un de ses ouvrages les plus connus s'appelle « L'évolution créatrice », hein, qu'il a publié en 1907. Donc on voit bien que cet intérêt pour les sciences n'était pas un intérêt purement anecdotique, mais un intérêt intellectuel réel. Donc il a sa place, me semble-t-il, dans un lieu comme celui-ci, consacré aux sciences et aux techniques. Ce qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça que je trouve que dans un moment où nous nous interrogeons sur les questions d'énergie, et donc nous devons intégrer et nous-mêmes nous intéresser à l'apport des sciences et des techniques d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain, eh bien, il est intéressant de se tourner vers un philosophe qui a eu cet intérêt, qui a pris vraiment au sérieux les sciences et les techniques de son temps. Cet intérêt n'est pas un intérêt béat, il est philosophe. C'est un intérêt critique par rapport aux sciences, par rapport à la recherche scientifique. Ce n'est pas seulement les connaissances telles qu'elles peuvent être enseignées dans un magnifique amphi comme celui-ci, mais c'est aussi la recherche scientifique. Et de ce point de vue-là, il a toujours eu un regard critique, j'allais dire, donc un peu négatif, parce qu'il y a une critique aussi positive, mais un souci par rapport à une science qui se contenterait de points fixes, en quelque sorte. Voilà ce que nous savons, voilà en gros où nous allons demeurer. On pourrait parler d'une science dogmatique, qui respecte plus les points fixes et qui ne s'intéresse pas assez au mouvement, à la dynamique, à ce que Bergson appelait le mouvant. C'est un penseur du mouvant, Bergson. Son intérêt pour l'évolution, auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est ce vivant mouvant. J'aime bien le terme mouvant plus encore que mobile. Bon, donc, voilà, par rapport à ça, son intérêt pour les sciences, c'est la science en mouvement, la science qui se meut. Alors, ça ne signifie pas qu'il a tout compris des sciences. Ceux qui connaissent Bergson, et peut-être que vous le connaissez plus que moi, je me permets d'évoquer un personnage mais, auquel je me suis intéressé sans du tout prétendre à la moindre expertise. S'intéresser aux sciences peut évidemment amener à faire comme je dis, faire des boulettes, ne pas tout comprendre, se tromper de direction. Il y a toute pas une polémique, mais il y a
pas mal de spécialistes de Bergson qui s'intéressent à la manière dont il a compris ou mal compris Albert Einstein. Bon, et il y a eu une célèbre visite d'Einstein à Paris dont Bergson a pas mal parlé, mais il n'avait pas vraiment compris ce que Einstein pouvait introduire avec ses nouvelles théories. Mais j'allais dire, qui, parmi les contemporains d'Einstein, avait complètement compris le caractère révolutionnaire de la pensée d'Einstein? Je crois que c'est Eddington qui disait bon, mais à part moi et Einstein, qui comprend la pensée d'Einstein? Alors bon, évidemment, c'est peut-être un peu excessif de la part d'Eddington, mais c'est pour vous dire quand même qu'à l'époque, j'entends, quand on est contemporain d'Einstein, je ne parle pas de nos scientifiques aujourd'hui là qui vont participer à ce congrès, dont un certain nombre maîtrisent assez bien la pensée d'Einstein, mais si vous êtes contemporain d'Einstein, vous pouvez faire des boulettes, surtout si vous n'êtes pas vous-même mathématicien ou astrophysicien ou physicien, ce qui était le cas de Bergson, aussi large soit son esprit. En tout cas, je veux dire par là que, en évoquant Bergson, je veux dire que pour aborder les questions d'énergie, et l'énergie pour demain, parce que c'est évidemment ce qui nous intéresse durant ce congrès, nous devons sans doute cultiver, pas sans doute, nous devons cultiver cet esprit l'esprit de Bergson, en disant, mais voilà, quelles sont les sciences d'aujourd'hui et de demain? Je m'y frotte, je ne comprends pas tout, mais surtout, je m'intéresse à ce qui bouge. C'est plus difficile, nous pouvons nous tromper, mais c'est évidemment là que doivent se trouver nos centres d'intérêt. Il ne s'agit pas de cultiver le pensoir philosophique hermétiquement clos dans lequel je me sens bien et surtout bien protégé, pas menacé, mais où cela mène-t-il? Ce n'est pas du tout ce que nous enseigne Bergson. Et s'il fallait peut-être résumer, enfin, un résumé possible de la posture de Bergson par rapport à ces questions que nous abordons, j'aime beaucoup une de ses manières de résumer, parce que c'est aussi ce qu'il enseigne. Il s'agit pour nous, disait-il, écrit-il, et je pense que je m'y associerai volontiers avec beaucoup de modestie, la formule pourrait être « penser en homme et en femme d'action », nous sommes d'accord, hein, penser en homme d'action, agir en homme de pensée. Voilà ce qui résume la posture de Bergson. Donc, première raison, c'est inviter un philosophe, inviter Bergson parce que, comme philosophe, il s'est coltiné les sciences de son temps et la science donc en mouvement, et ça nous devons aussi le faire aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a une autre raison, c'est que lorsque Laurence Honorat donc m'a invité à trouver une question, j'ai pensé à un ouvrage de Bergson, que j'avoue que je n'avais pas vraiment ouvert, mais c'est celui-ci, et qui s'intitule « L'énergie spirituelle ». Ah, je me dis, ça c'est génial, parce que ça parle d'énergie, mais c'est pas l'énergie mécanique, l'énergie nucléaire, l'énergie chimique, l'énergie biologique, c'est l'énergie spirituelle. Alors ça me plaît. Parce que c'est peut-être une dimension qui, une fois encore, qui va sans doute être abordée durant ce congrès, parce qu'il y a du spirituel partout, bon, bien sûr, peut-être aussi dans l'artistique. Il y a tout à l'heure un moment artistique. Donc, mais là, bon, voilà quelqu'un qui d'emblée dit l'énergie spirituelle, et donc cet ouvrage qui est en fait un recueil d'essais qui avait été écrit, ou des conférences que Bergson a pu donner et qui a été publié en 1919, d'où donc l'idée de proposer l'esprit est une énergie renouvelable. Bon, je suis d'accord, c'est un peu facile. Ou alors on pourrait dire, si j'avais reformulé ça après, mais ça aurait été moins sexy, à quelle énergie devons-nous recourir pour réaliser notre propre destin? Alors, voilà, le côté, quel sens on donne à toute l'énergie que nous voulons développer pour demain, investir ou économiser, bon, ça pourquoi au fond? Alors, ce que je voudrais maintenant partager, c'est voilà, un peu de matière à penser qui vient de Bergson et qui peut peut-être alimenter cette question. Voilà. Quelle énergie, quel type d'énergie dépenser? Alors, rassurez-vous,
quand je vais parler d'énergie spirituelle, je ne vais pas faire appel à tout ce qui relève d'abord des tables tournantes, hein, des ectoplasmes, parce que c'est des choses qui ont intéressé Bergson. Il a été même président, je n'avais pas noté le nom de cette société à l'époque, donc de la fin du 19e, début du 20e, qui s'intéressait à tous ces mouvements spirites. Il est contemporain de ces mouvements-là. Il est contemporain de Camille Flammarion, qui lui aussi s'était beaucoup intéressé à ce genre de choses. Je ne m'intéresse pas non plus à ce qu'on a longtemps, peut-être moins maintenant, mais c'est comme quoi je vieillis, mais qualifié de New Age, tous des courants qui mettent un peu la spiritualité à toutes les sauces, surtout aux sauces qui se vendent bien. Bon, je suis un petit peu critique, mais il faut en profiter. Ce qui est intéressant, c'est que Bergson est toujours essaye de trouver une position équilibrée entre ce qui serait ce qu'il a appelé lui-même, ou un de ses commentateurs, un intellectualisme cristallin, pur, parfait. Voilà, c'est du pur et dur, c'est du scientifique, ça se théorise, ça se mathématise. Bon, c'est un peu sec, quoi, au final. Ça manque un peu d'esprit, peut-être. Et puis, donc, des raisonnements logiques. Bon. Et puis, il connaît ça, mais il essaie de ne pas faire que cela. Et puis aussi, il évite ce qui serait plutôt un mysticisme, un trouble, où on met un peu de tout et on s'égare facilement. Je crois que lui, quand on le lit, je m'étais mis là-dedans, donc il fallait que je remplisse la mission que je m'étais donnée, ben je trouve à le lire qu'il essaye de trouver un juste équilibre entre les deux. Le raisonnement logique pur et dur et un peu sec et pas drôle, bon. Et puis le mysticisme mou, coloré, mais qui s'égare peut-être. Et je trouve qu'il essaie de trouver un équilibre à travers en particulier une notion à laquelle il revient très souvent dans cet ouvrage, mais aussi ailleurs, c'est la notion d'intuition. Pour lui, il faut cultiver l'intuition, et c'est peut-être une manière de traduire ce qu'il entend par énergie spirituelle, l'intuition. Alors pourquoi ? Parce que l'intuition, dit-il, c'est cultiver l'intuition. Plutôt, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est cultiver à la fois le souci de soi-même, et là on rejoint le connais-toi toi-même des philosophes, mais aussi tout le travail des grands courants spirituels, je veux dire, enfin ceux pas à bas prix. C'est le connais-toi toi-même, le travail de l'intérieur de soi, et en même temps, dit Bergson, toute la sympathie, c'est un terme qu'il utilise, la sympathie avec le monde, avec le réel. L'un ne doit pas exclure l'autre. Le connais-toi toi-même, et en même temps la sympathie avec le monde. Être en soi et être dans le monde. C'est un peu ça, l'énergie spirituelle dont il est question chez Bergson. Et on peut décliner ça, alors quand on lit son essai, il en donne énormément d'exemples, et on peut décliner ça, je me suis amusé à le faire, je veux dire, c'est ça, c'est à la fois l'intérieur et l'extérieur, le soi, le réel qui nous environne, le soi et l'autre, où j'écrivais, et j'aime bien, l'ego et l'alter ego. C'est important, ce n'est pas exclusif de soi-même, mais c'est aussi vers l'autre que je me tourne. Alors, que pouvons-nous penser de cette idée d'intuition que je suis en train de défendre, enfin, ou telle que je l'ai comprise chez Bergson ? Évidemment, dit comme ça, et en pensant à ce qui pourra être dit et ce qui a déjà été dit au cours de ce congrès consacré à l'énergie et dans ce lieu, on peut croire c'est loin des concepts mathématiques, physiques, chimiques, biochimiques, biologiques, auxquels on pense tout de suite, bien sûr, quand on pense énergie. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était nécessaire d'introduire cette question d'intuition. Et c'est aussi une manière de dire, et c'est là qu'on rejoint ce que je vous disais à propos de Bergson tout à l'heure, dans sa critique de la science. La science ne dit pas tout, et y compris pour l'énergie. Nous devons lui faire confiance, nous devons la soutenir, nous devons absolument pousser nos ingénieurs, nos scientifiques à aller plus loin dans la connaissance
de l'énergie, dans la maîtrise de l'énergie. Bien sûr, l'humanité repose, enfin le développement, l'odyssée de l'humanité repose sur sa capacité à maîtriser l'énergie. Nous le savons bien. Et l'histoire des sciences nous le rappelle en permanence. Mais, attention, comme le rappelait, comme l'enseignait Francis Bacon, on ne maîtrise la nature qu'en lui obéissant. Obéissance et maîtrise, ou obéir et maîtriser. Et ça, c'est quelque chose que Bergson soutient, enseigne. Il ne faut pas croire que nous allons être que des maîtres. Alors je sais bien, Descartes ouvre les temps modernes, il faut être comme maître et possesseur de la nature. Écoutons Descartes, mais n'oublions pas Bacon pour autant. Pour maîtriser, il faut aussi obéir. Et cette obéissance, à mon avis, justement, rejoint l'intuition, l'écoute, la sympathie, comme dit Bergson. Sympathie comme étant un composant essentiel de l'intuition. Pourquoi Bergson, comment Bergson s'arrête-t-il à la notion de sympathie? Alors, on sait bien, c'est aussi un terme qui est, heureusement d'ailleurs, aujourd'hui beaucoup utilisé, mais il parle de la sympathie comme un mode de connaissance. Alors évidemment, au sens large et philosophie de la connaissance, naître avec, c'est ce qui va nous relier avec une réalité, qu'elle soit humaine ou non. Donc il s'agit, dit Bergson, de faire retentir en soi quelque chose du réel. Si je suis en sympathie avec le réel, ça va retentir, résonner en moi-même. Donc le réel dans ce qu'il est, dans ses mouvements, dans ses motions, dans son mouvant, qui doit aussi me mouvoir, m'émouvoir. Mais Bergson va même plus loin. Il dit en fait, si j'entre en sympathie avec le réel, ce réel va peut-être même provoquer en moi des mouvements, toujours cette question du mouvement chez Bergson, qui étaient jusqu'alors inconnus, qui m'étaient jusqu'alors inconnus, dans mon intérieur à moi. Et donc c'est là qu'il a cet enseignement, enfin cette invitation à l'intuition, à la sympathie, parce que c'est la connaissance de l'extérieur, de l'autre, peut me permettre de mieux me connaître moi-même, il va me faire découvrir des choses en moi-même que je ne connaissais pas. Donc une fois encore, et pour moi c'est essentiel, parce que ça va peut-être contre certains a priori que nous avons à l'égard du spirituel. Et quand on énonce l'énergie spirituelle, on voit beaucoup, c'est l'énergie que j'ai développée en moi-même, le développement spirituel, la méditation, l'intériorité. Oui, dit Bergson, mais ce n'est pas aux dépens, une fois encore, de l'extérieur. Ce n'est pas une fuite du réel, ce n'est pas un mépris du réel, ce n'est pas un refus du réel, mais c'est au contraire une expérience encore plus forte du réel. Alors cette réflexion de Bergson, que je trouve à la fois peut-être très simple, qui vous paraît peut-être simpliste, mais quand on écoute un certain nombre de choses autour de nous, c'est pas si simpliste que ça, et c'est peut-être, ça paraît du bon sens, mais le bon sens n'est pas seulement près de chez nous, il peut être aussi en nous, et nous pouvons peut-être l'appliquer. Cette réflexion amène aussi à quelque chose de très important dans la pensée de Bergson, et qui est en consonance, ça ne va pas devenir tout, c'est pas nécessairement un complément majeur, mais ça vient renforcer ce que je voulais vous partager ce soir. C'est toute la réflexion de Bergson sur la relation, la question de la matière et de l'esprit, évidemment. Comment cette réflexion sur le soi et l'autre, ou l'ego et l'alter ego, ne conduit pas à la question du rapport entre la matière et l'esprit, évidemment. Et quand on est en plus sur l'énergie spirituelle, on se dit, mais quel est le rapport avec l'énergie matérielle? Alors, je ne fais qu'énoncer quelques propos extrêmement simplistes sur la pensée de Bergson, juste pour, finalement, conforter peut-être ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent. Bergson part, évidemment, d'un donné qui paraît évident, parce que comme il part de l'expérience personnelle, c'est ma présence matérielle au monde. Bergson dit « je suis un corps ».
un corps matériel, réel. Je suis un corps. C'est pas j'ai un corps, je suis un corps. Alors, avec un problème majeur, et dans un toujours par rapport à son intérêt pour la science, c'est que qu'est-ce qu'un corps? La science, un peu mécaniste, peut très facilement dire de quoi un corps est fait. Bon, si on était dans un amphi de médecine, on pourrait avoir un corps là et commencer à le décortiquer, à le désarticuler, à le démembrer, à le désosser, le disséquer, mais ça me dirait de quoi un corps est fait, mais pas comment il est fait. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, un des enjeux de la biologie, c'est qu'on sait de quoi un corps vivant, un corps mouvant est fait, on sait comment les organes sont agencés, on a plus de mal à savoir comment il est fait, pour qu'il soit un corps vivant. Et c'est pour ça que Bergson va tellement s'intéresser au mouvant. Un corps mouvant, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il se meut? Alors, c'est là que Bergson va développer toute son idée d'un certain vitalisme où il n'est pas aujourd'hui suivi par les scientifiques. Donc, c'est là aussi que la vision de Bergson, elle est marquée dans le temps. Voilà, un penseur de la fin du 19e, début du 20e, bon, et qui n'est pas nécessairement suivi partout, mais c'est pas pour autant que sa pensée n'est pas intéressante. Alors, si on continue encore dans cette direction-là, et là on rentre dans des questions philosophiques, déjà la réalisation d'une matière entre le corps et l'esprit, avec bon, l'horizon du vitalisme qui est un horizon très discuté, mais nous sommes là en philosophie. Puis il y a aussi la question de la liberté qui se pose là, parce que la liberté est une question qui dépasse évidemment de très loin la question l'approche mécaniste et l'approche des biologistes. Le grand intérêt de Bergson, c'est qu'il nous ouvre évidemment à la question de la matière, à la question de l'esprit, à la question qui est ouverte par les neurosciences, mais il nous rappelle qu'il ne faut pas s'y limiter, vous aurez compris. Il nous l'a dit, les sciences nous expliquent plein de choses, nous dit de quoi sont faites les choses, même de quoi sont faits nos élans, nos pensées, nos pulsions, mais ce n'est pas suffisant. Le cerveau, dit-il, c'est l'organe de l'attention à la vie, mais tout ne se résout pas dans la connaissance que nous avons du cerveau. Donc, une fois encore, il n'est surtout attention, nous dit Bergson, à ne pas nous échapper du réel, parce qu'une certaine manière, la science pourrait presque nous faire échapper au réel, ou échapper du réel. Il faut prendre conscience de notre liberté, de notre énergie spirituelle, de notre intuition, et que sans pour autant échapper à une matérialisation, il parle de la matérialisation croissante de l'immatériel qui est caractéristique de l'activité vitale. Je veux dire par là que, vous voyez, l'important c'est, quand nous utilisons notre énergie spirituelle, dit-il, eh bien c'est de ne pas échapper à cette matérialisation de l'immatériel. Rester, en gros, pour rester les pieds sur terre. Peut-être penser à voler, mais garder les pieds sur terre. Voilà. J'aime beaucoup ce côté enraciné à la vie de Bergson. C'est pour ça que je voulais parler de lui. Il nous parle d'énergie spirituelle, eh bien, il ne nous dit pas pour autant « échappez-vous à la vie », au contraire. Il ne cesse de nous dire « il faut nous plonger dans le vivant ». Un penseur qu'il a beaucoup inspiré, mais c'est Teilhard de Chardin, qui disait notre idéal n'est pas de traverser la vie en restant pur, ce que certains nombre de démarches spirituelles peuvent demander ou exiger. Il s'agit au contraire de nous plonger dans le matériel, nous rester enracinés dans la vie, ce que disait Bergson, et l'effort spirituel, c'est un effort de vivant. Donc, un effort de création. Toute une autre part, et que je ne peux pas l'évoquer maintenant, mais une part de la réflexion de Bergson va être de réfléchir à qu'est-ce que la création. Donc un travail d'intuition, un travail enraciné dans le réel, et en même temps qui ne se contente pas du réel,
et qui essaye de penser le mouvant, de penser le mouvement. Et dans la création, voilà, pour terminer, et nous avons besoin de création, bien sûr, pour imaginer les énergies de demain. C'est l'innovation, un autre mot pourrait être la création, en nous souvenant, et je voudrais vraiment souligner ça, en nous souvenant que Bergson nous enseigne quelque chose sur l'œuvre de création. Il dit que l'œuvre de création doit conduire à la joie. Il dit à l'expérience jubilatoire de la réussite et de la liberté. La joie, il le souligne régulièrement dans cet ouvrage, la joie est le signe que la destination est atteinte, que la création est aboutie, au moins pour un temps. Si la joie n'est pas au rendez-vous, alors nous devons nous demander pourquoi y avons-nous mis tant de peine. Si la joie n'est pas au rendez-vous, nous devons nous demander pourquoi nous avons dépensé tant d'énergie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était en fait très, si j'ose dire, très aérien par rapport à toutes les conférences qui ont été données ici depuis ce matin. Et on est beaucoup plus... voilà, on part avec une réflexion, enfin un début de réflexion. Et dans un monde où le temps nous est compté, je ne suis pas sûre qu'on prenne vraiment le temps de la réflexion. Et c'est bien que vous soyez là et que vous ayez pu nous donner ce temps de réflexion. Donc merci beaucoup. Quand tu parlais de la nature, je pensais effectivement à depuis qu'on pense beaucoup aux problèmes environnementaux, il y a quelques années, tu l'as évoqué, on devait vaincre la nature quelque part. Or maintenant, on a compris qu'on ne doit pas avoir le dessus, mais au contraire bien l'accompagner, et que c'est la façon qu'on a de justement, ce que tu as dit, c'est lui obéir. D'abord obéir à la nature de façon à pouvoir avoir un développement durable qui aille avec la nature. On n'est pas les maîtres. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le propos était de Francis Bacon, donc pas du tout récent, mais qu'il y a évidemment toujours un intérêt à nous tourner vers les sages d'antan, pas du tout pour dire ils avaient raison et nous avons tort, mais c'est que nous pouvons continuer à recevoir leurs enseignements tout en tenant compte, c'est pour ça, vous l'avez compris, je trouvais que Bergson était intéressant parce qu'on est quand même relativement proche et qu'il était contemporain d'énormément de découvertes scientifiques qui, en son temps, étaient révolutionnaires et aujourd'hui, continuent à être travaillées, que ce soit les théories de l'évolution ou la théorie d'Einstein. On est loin d'être passé à la révolution suivante. Mais donc, en combinant un peu tous ces enseignements, il ne s'agit pas de dire eux avaient raison et nous avons tort, c'est plutôt d'essayer d'imaginer la suite en nous appuyant sur eux. On évoquait tout à l'heure l'image des géants sur les épaules desquels nous sommes perchés. J'avais envie de vous proposer ce géant qui était Bergson. Oui. Moi j'ai une question, mais c'est pas une question pour un philosophe, mais c'est sur le problème de la créativité de l'esprit humain. Il y a quand même maintenant dans les neurosciences pas mal de gens qui essayent de faire des travaux pour comprendre un peu mieux comment ces processus se mettent en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu des commentaires là-dessus, sur l'apport des neurosciences de nos jours il y a beaucoup de travaux sur la conscience, sur l'intelligence, qui sont pas la même chose, si j'ai bien compris, puisque les animaux ont de l'intelligence, mais pas de la conscience. Mais ils ont aussi de la créativité. Il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose d'un peu, disons, scientifique voilà. Alors, comme je ne suis pas neuroscientifique ou neurobiologiste, et ce que je vais vous dire est extrêmement réduit, et c'est plutôt vous partager ma propre attitude à l'égard de tous ces travaux que je trouve vraiment essentiels.
Nous avons effectivement la chance d'être contemporains de travaux dans les neurosciences en général, enfin tout ce qui travaille sur notre cerveau, où les découvertes sont incroyables, peut-être aussi un peu parfois gênantes, parce que nous sommes évidemment héritiers d'une vision assez simple, enfin, qui étaient parfaitement cohérentes auparavant et qui ne le sont plus aujourd'hui, avec, vous évoquez par exemple la distinction entre l'humain et l'animal. Alors même sans faire des neurosciences, on voit bien que les frontières sont un peu mouvantes, que des choses que l'on s'accordait comme étant les seuls possesseurs sont peut-être aussi en possession d'un certain nombre d'animaux, pas nécessairement d'ailleurs supérieurs. Voilà, il y a beaucoup de porosité dans les frontières que nous avons posées parce que nous avions besoin de les poser. On ne peut pas faire de science sans poser un certain nombre de frontières, quitte ensuite à les déplacer ou à les rendre un peu plus poreuses. Et c'est vrai dans le cas de l'intelligence, de la conscience. Il y a quelques heures, dans un autre tout à fait domaine, nous posions des questions sur la définition, c'était dans un cas de terminologie, sur les technosignatures. C'est quoi la technique aujourd'hui ? Bon, on sait que les animaux peuvent développer des techniques. Alors, on n'est pas trop rentré là-dedans, parce que heureusement, dans un cadre de dictionnaire, il faut être extrêmement bref, mais même là aussi. Donc tout ça, c'est extrêmement positif, parce que ça nous permet, quoi qu'il arrive, de mieux comprendre des mécanismes, de mieux comprendre de quoi nous sommes capables, de quoi notre cerveau, c'est-à-dire comme disait Bergson, je suis un corps, je suis un cerveau. Il faut toujours faire un peu attention avec ça. De quoi le jeu cerveau est-il capable ? Mais une fois qu'on a défini toutes ces capacités, nous n'avons pas tout dit. Et la question, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ces capacités ? Et c'est là que le philosophe est absolument nécessaire. Enfin, le philosophe ou la démarche qu'il prend au sérieux et qu'il incarne. Permettez-moi l'exemple, parce que souvent l'illustration, en tout cas moi j'arrive à expliquer ou à partager ma pensée. Je vous évoquais tout à l'heure, vraiment en passant, la figure de Teilhard de Chardin. Il est souvent, à juste titre, présenté comme l'un des inspirateurs de l'idée de noosphère, donc une sphère qui engloberait toute la conscience humaine. Donc on rejoint votre sujet de conscience. Et certains disent même, mais c'est le prophète d'Internet. Et c'est une idée qui me gêne beaucoup, parce que Internet, ce sont des tuyaux. C'est une capacité technologique dont nous nous sommes dotés. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans les tuyaux. Notre cerveau, ce sont aussi des tuyaux, d'une certaine manière. Qu'est-ce que je mets dans ces tuyaux ? Et c'est là que l'enjeu est immense. Je peux décrire ces tuyaux autant que je veux. Nous sommes capacité. Mais l'enjeu, c'est le sens que nous donnons à cela. C'est aussi la question de l'énergie. Nous pouvons demain maîtriser encore plus nos énergies, mais je suis certain que la plupart des conférences vont dire « Ok, on va réduire l'empreinte carbone, on va augmenter l'efficacité de l'énergie, etc. » Mais qu'est-ce que nous allons en faire ? Toujours la même question. Et ça, la réponse, elle n'est pas donnée par les sciences. Elle n'est donnée que par nous. C'est à nous de choisir l'usage que nous allons faire de nos canaux, de nos tuyaux et de l'énergie que nous allons utiliser. C'est pour ça que la petite finale sur la joie était un peu liée à ça aussi. Si ce que nous faisons, ce que nous créons, alors ne nous donne pas une certaine jubilation, alors on pourra ensuite analyser, je laisse ça aux philosophes, la jubilation. Mais vous voyez, un critère qui n'est pas immédiatement l'efficacité. Mais Bergson, par ce biais-là, nous titille, nous dit, mais bon voilà. Ou dans d'autres cas, dans d'autres lieux, on a pu aussi jouer sur les mots, et je l'aime bien. Le développement durable, c'est sympa, mais s'il n'est pas désirable, est-ce qu'il est encore humain ? Voilà, on peut jouer... Je me tais parce que je suis très bavard, mais... Il y avait d'autres questions encore, mais comme on va être pris par le temps, je vous propose de vous les poser à Jacques Arnoux tout à l'heure dans l'espace de convivialité. Et en attendant, donc, on va passer à la dernière synthèse de la journée. En fait, j'étais très bavard pour qu'il lui ne me pose pas de questions. Merci beaucoup, Jacques Arnoux, pour votre présentation.
La question qui nous occupait, donc, et qui avait été proposée, était: l'esprit est-il une énergie renouvelable? Et en fait, cette question, vous en avez fait finalement un commentaire de Bergson, en rappelant déjà le statut de superstar de Bergson à l'époque. On retrouve des cartes postales sur lesquelles on voit des femmes qui essayent d'écouter son cours par les fenêtres de la Sorbonne. Les grandes dames laissent aller d'abord leurs servantes pour leur garder une place au premier rang. Bref, ce monsieur va faire des conférences aux États-Unis. Bref, c'est une superstar. Et ce qui est intéressant, et vous le montrez, en fait, il y a une véritable ambivalence entre vraiment ce statut de grand intellectuel de son temps et le fait qu'il ait parfois été un peu, pas forcément risé, mais en tout cas discuté par les scientifiques de son temps, parce que Bergson est quelqu'un qui essaye de dialoguer avec les sciences, vous en avez parlé. Mais le dialogue reste finalement deux monologues d'une part et d'autre qui ne se transforment pas forcément en un dialogue. Preuve en est, vous y avez fait allusion, la présentation de Einstein en 1922 à la Société française de philosophie, donc grande place académique dans le public. Donc il y a Bergson, il y a Brunswick, il y a Émile Meyerson, il y a Painlevé, dont le nom est sur un amphithéâtre pas loin d'ici. Et face à toutes ces personnes, donc Einstein fait sa présentation sur la relativité, et Bergson lève la main et part finalement dans des considérations qui semblent complètement à côté à l'auditoire. D'ailleurs, je pense que cet échange même a été marquant pour Bergson lui-même, parce que dans très peu de temps après cet échange est publié son ouvrage Durée et simultanéité, et qui est sous-titré à propos de la théorie d'Einstein. Donc finalement, ça a beaucoup marqué. Et voilà, il y a toute cette ambivalence que vous montrez donc du personnage de Bergson, qui à la fois cherche à dialoguer avec les sciences et en même temps n'est pas d'accord de la manière dont fonctionnent les sciences de son temps. Pour ce faire, vous appuyez avant tout donc sur l'énergie spirituelle, qui est un recueil de différents textes publiés de ci, de là de Bergson, et vous mettez d'abord en avant le concept d'intuition. Et en effet, pour Bergson, l'intuition, c'est un mode de connaissance à part entière, surtout mobilisé par la métaphysique et plus généralement par la philosophie, et qui se veut être l'opposé du raisonnement scientifique qui, lui, est analytique. Donc, en effet, l'intuition pour Bergson propose plutôt un rapport immédiat à la réalité qu'il appelle sympathie. Il propose en fait un rapport à la connaissance singulière, particulière, qualitative, en opposé au quantitatif des sciences. Et donc finalement, l'intuition, c'est une saisie du réel qui au-delà notamment par exemple des symboles mathématiques qui cherchent encore du quantitatif. Donc là, l'intuition en effet est un exemple paradigmatique de ce rapport de Bergson aux sciences, où en fait finalement il s'agit pas du tout de dire la science ne sert à rien, mais il s'agit de penser quel rapport la science doit nous fournir avec le monde. Et donc là c'est vraiment l'état d'esprit de Bergson. Vous avez fait allusion aussi à l'ambivalence qu'il met entre la matière et l'esprit, où finalement pour lui on verra jamais la pensée se faire sur une image d'IRM. On pourra jamais écrire à la place de Mozart ou de Beethoven les symphonies qu'il n'aura jamais écrite. Et donc, à chaque fois, en fait, il y a une prévalence de l'humanité, la pensée qui se fait. Vous avez aussi évoqué la différence entre durée et mouvement, où, voilà, pour Bergson, le fait que la science pense le mouvement comme finalement une succession d'instants, c'est complètement l'opposé de son concept de durée, qui, lui, est finalement est censé avoir une consistance vécue. Donc, finalement, en fait, voilà, utiliser l'énergie spirituelle, c'est en effet un outil pour vous de penser cette ambivalence du personnage bergsonien qui, à la fois, est en porte-à-faux avec son temps et en même temps l'accompagne. Et c'est peut-être même ce que nous devons faire nous avec notre propre temps, puisque finalement, en fait, Bergson, vous l'avez dit, c'est un appel à un retour sur la vie vécue
incarné, expérimenté, et alors même qu'on pourrait penser que les principes épistémologiques de Bergson sont complètement anti-scientifiques, pas du tout. Vous l'avez dit, pour Bergson, il s'agit de garder les pieds sur terre, c'est-à-dire de savoir tenir les choses à distance pour pouvoir se recentrer sur un effort de la pensée, et donc ne pas simplement questionner le comment, question phare des sciences, mais aussi le pourquoi et dans quel contexte, etc. Donc finalement, grâce à Bergson, l'esprit est-il une énergie renouvelable? Il s'agit peut-être avec lui de renouveler notre approche aux sciences et de réfléchir aussi, on l'a vu pendant les questions, à ce qu'on entend par l'efficacité. Pour Bergson, l'efficacité, c'est aussi penser autrement. Et plus généralement, peut-être qu'aussi avec Bergson, une des questions pour répondre un peu à l'esprit est-il une énergie renouvelable, il s'agit aussi de savoir où mettre son énergie et comment se recentrer face au monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.